Bien, bonjour, merci d'avoir pris un petit peu de temps sur votre pause repas. Donc là, je vous place le contexte, on est en 1955 et une nouvelle pièce de théâtre a été parue et vient d'être traduite en attendant Go 2. Donc je me présente rapidement, moi je suis Benoît Masson, cofondateur d'une société qui s'appelle Open Agora, dans laquelle on propose des outils d'analyse d'opinion collective. On fait tout ça en Go parce que moi, Go, je suis tombé dedans il y a 4 ans, quand j'étais déjà un petit peu grand. Et j'ai bien accroché parce qu'en fait, ça regroupe un petit peu tout ce que j'aime bien dans les langages de programmation, que là, pour le coup, j'ai découvert quand j'étais petit. Et du coup, le pourquoi de cette conférence-là, c'est pour essayer de vous transmettre un petit peu tout ça. D'autant plus que le Go, on a l'impression que passer un petit peu l'effet de mode des dernières années, là on commence à s'essouffler un petit peu. Il y a toujours des gens qui en font, mais c'est un peu moins, c'est un peu moins la classe d'en parler. En particulier au Brainscamp l'an dernier, il y en a eu très peu. Donc voilà, je me suis dit cette année on prend les choses en main et c'est moi qui propose un talk. Donc voilà pourquoi on est là. Alors le titre est un petit peu mensonger. Je ne vais pas vous parler de Go 2 parce que Go 2 c'est quelque chose, les créateurs de Go commencent à en parler depuis un peu plus de 6 mois maintenant. L'idée étant de commencer à faire des propositions pour une nouvelle version du langage en étant ouvert à tout ce qui pourrait casser les questions de rétrocompatibilité avec Go 1. Toutes les idées qui ne casseraient pas la compatibilité seront intégrées dans une version de Go 1 et les autres, on les garde pour plus tard et puis un jour on sortira une nouvelle version Go 2. Donc ça, c'est pour un avenir plus ou moins lointain. On n'a pas trop de date à ce jour. Mais en attendant, Go continue d'évoluer. Donc sa dernière version que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Go 1.10 qui est paru le 16 février, donc il y a un petit mois. Les créateurs de Go, donc là pour l'instant, s'en tiennent à un rythme de release tous les 6 mois. Ils sont assez ponctuels, en mi-février, mi-août, ça marche assez bien. Avec des évolutions plus ou moins importantes. Donc là, je vais vous faire une petite sélection des évolutions qui, moi, me semblent les plus intéressantes, les plus pertinentes. C'est évidemment assez subjectif. Ceci dit, je vous donnerai les liens après pour aller voir les contenus un peu plus exhaustifs si jamais ça vous intéresse. Juste pour avoir une petite idée, rapidement, qui ne connaît pas Go dans la salle? Est-ce qu'il y en a? Bon, très bien. Donc je suis parti du principe que tout le monde connaît à peu près les bases du langage. C'était marqué dans le programme, mais je l'avais marqué dans le call for paper qu'il fallait quand même avoir des notions de Go, mais c'est pas apparu dans le programme ensuite, ça. Bon. Alors au niveau du langage, ça fait quelque temps qu'on n'a plus d'évolution importante au niveau du langage. Il y en a eu dans Go 1.9 avec les alias de type. Là, il n'y en a pas. Ou alors des choses vraiment mineures dont je préfère pas parler. Au niveau support, pareil, il n'y a pas énormément de différence. Ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à annoncer le fait que dans la prochaine version de Go, donc la 1.11 qui va sortir en août, il n'y aura plus de support des versions inférieures à 10.10 de OS X ou des versions inférieures à Windows 7, donc plus de XP, tout ça. Donc le support concerne la suite d'outils Go, évidemment. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la partie compilation, exécution de vos programmes. Parce que ça, c'est quelque chose qui est en constante amélioration depuis un certain nombre de versions. C'est quelque chose sur lequel ils travaillent énormément, à améliorer le compilateur, à améliorer l'environnement d'exécution pour que le garbage collector soit moins intrusif, dure moins longtemps, etc., etc. Là, il n'y a pas d'évolution majeure sur ces points-là. On reste très proche de Go 1.9. Globalement, jusqu'à Go 1.8, il y a eu beaucoup d'améliorations. Go 1.9, c'est un peu ralenti. Et là, on stagne un petit peu. On peut constater un gain relativement négligeable au niveau du temps de compilation. Mais c'est à peu près tout ce qu'on voit. Pas de diminution de la taille du binaire, même post-garbage collector, etc.
Par contre, il y a un truc qui est hyper intéressant. Donc ça, c'est vraiment l'évolution principale. Alors pour ceux qui connaissent les autres langages type C et compagnie, vous allez me dire, ce titre-là, ça n'a rien de nouveau. Comment ça se fait qu'on attende Go indice pour faire ça? En fait, on n'a pas vraiment attendu Go indice. Donc l'idée là, c'est que quand vous avez votre gros programme en Go que vous voulez compiler, bah, vous allez compiler package par package. En tout cas, c'est le travail que va faire GoBuild. GoBuild, il va compiler ça package par package, et si vous touchez qu'à un seul package, il va uniquement recompiler celui-là et relinker avec tous les autres pour créer votre binaire. Ça, c'est le comportement par défaut de GoBuild depuis la 1.10. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, il fallait lui passer un petit flag -i pour qu'il puisse créer vous créez un sous-dossier PKG que vous avez sans doute déjà vu, dans lequel il mettait tous les libs statiques compilés. Et après, il assemblait tout ça. Maintenant, l'intérêt, c'est que d'une part, vous n'avez plus besoin de mettre le -i. Et d'autre part, tous ces trucs-là, en fait, sont stockés dans un cache global. Donc là, vous l'avez à droite. C'est un truc préfixé par des hashes bizarres dans lequel vous avez des objets encore plus bizarres. Il y a de tout. Il y a des binaires, il y a des fichiers texte. Enfin, il a son propre format de stockage. Ce qui est super là-dedans, c'est qu'en fait, ce cache-là, il est partagé par toutes les commandes Go. Donc GoBuild va y accéder, GoInstall va y accéder, mais aussi GoTest. Donc quand vous faites vos tests, bah, si finalement vous avez modifié qu'un petit bout de votre projet, bah, la compilation va se faire beaucoup plus rapidement, y compris pour le test. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. Moi, c'est une appli sur laquelle je travaille. Si je la recompile from scratch, elle met 8 secondes. Si je la recompile instantanément, sans rien changer, ça met 200 millisecondes sur mon poste. Et en pratique, du coup, quand je fais des petites modifs, ça met moins d'une seconde à recompiler. Donc ça change vraiment tout, quoi. Si vous voulez vider votre cache, il ne faut pas supprimer les dossiers, il faut utiliser la commande GoClean. Je préfère ça parce que ça permet de garder les logs sous le coude, au cas où. Alors pour finir sur le test aussi, il y a des petites améliorations, toujours un petit peu dans la même idée de cacher tout ce qui a déjà été fait. En plus de garder en cache les versions compilées des paquets, il garde aussi les résultats des tests. Donc tant que vous ne modifiez pas un paquet et que vous ne modifiez pas le code du test, le résultat va vous être retourné instantanément. Donc c'est ce que vous voyez à droite. Je passe un premier test, ça met 800 millisecondes à être exécuté, je le réexécute instantanément. Il me dit, hop, j'ai pris le résultat que j'avais en cache, pas la peine de le refaire, de toute façon rien n'a changé. Alors vous pouvez forcer le passage du test avec un -40 égale 1, et auquel cas vous retrouvez ce que vous avez avant. Une autre petite différence avec avant, c'est que le GoTest maintenant passe une passe préliminaire de GoVet. Alors il n'y a pas tout qui apparaît, mais si par exemple vos printf ils sont pas bien formatés, il manque des paramètres ou ils n'ont pas le bon type, hop, avant de faire les tests, il va vous dire attends, il y a un problème. Donc ça c'est super aussi, ça permet quand même de détecter les erreurs plus tôt, ce que ne fait pas le compilateur. Et enfin, dernier point sur les tests, vous pouvez faire de la couverture de sous-package. Donc ça, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà été confrontés au problème, mais imaginez, vous fassiez un package très très bas niveau, mais vraiment bas niveau, vous n'avez pas forcément envie de le tester. Par contre, parce qu'en fait, il est utilisé par un package un peu plus haut niveau, pour lequel là, vous avez des tests exhaustifs. Si vous voulez faire la couverture, en gros, vous considérez que faire vos tests sur votre package de haut niveau couvre entièrement les tests sur le package de bas niveau. Donc ça, vous pouvez le faire aujourd'hui. Bon, là, je vous ai mis un exemple en bas à droite sur Bytes, et là, en demandant la couverture de I/O, évidemment, Bytes ne recouvre pas intégralement I/O, donc les résultats sont très décevants, mais c'est normal, c'est pas fait pour ça. C'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça peut faire. Au niveau outillage, pas grand-chose. Le plus intéressant pour moi, c'est ça, c'est Godoc qui rajoute les constructeurs de type qui retournent un slice. Il les rajoute à l'élément au niveau de la doc. Donc vous le voyez, hop, ici à droite. Le new slice se met sous le type T, juste avant les méthodes. Au niveau profilage, vous avez une visualisation en flame graph des profils CPU et mémoire par défaut, qui n'étaient pas là avant. Le dernier point qu'on va aborder qui est intéressant, c'est la bibliothèque standard. Bon, je vais pas avoir le temps de vous laisser réfléchir trop, mais la question c'est qu'est-ce que fait ce programme-là? Donc on
on a une chaîne, on la découpe selon les espaces, donc ce qui nous donne 2 tableaux de bytes, hello et world. On rajoute à la fin de chacun un slash, et on se demande qu'est-ce qui se passe dans la chaîne initiale. Ben là, en fait, ça dépend. En Go 1.9, la chaîne initiale, elle est modifiée. Vous avez rajouté un slash au milieu. En Go 1.10, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un truc assez curieux que finalement, on ne connaît pas forcément. C'est que quand vous prenez un sous-slice d'un slice, vous pouvez aussi lui donner une capacité. Et par défaut, byte.fields, dans la nouvelle version, maximise la capacité à la taille du mot. Ce qui fait que quand vous le concaténez à autre chose, pouf, il est obligé d'allouer ça ailleurs. Ce qui est hyper intéressant sur un use case comme ça, bon, qui est un peu tordu, je vous l'accorde, mais dans un cas comme ça, ça permet de laisser intacte la chaîne initiale. Alors lié à ça, il y a GoFormat qui gère mieux le formatage, donc c'est ça en fait la syntaxe, ce que vous voyez ici, c'est ça la syntaxe pour fixer la capacité d'un sous-slice. Et avant, il mettait mal les espaces, maintenant c'est réglé. Voilà, il y a des petites choses, il y a une fonction pour mélanger des tableaux, il y a une variante de bytes buffer quand vous voulez construire des chaînes en construisant des éléments de bout à bout. Avant, on vous demandait d'utiliser des buffers de bytes. Maintenant, c'est toujours possible, c'est même en général recommandé, sauf dans un usage précis qui est le cas où vous avez besoin d'afficher régulièrement les chaînes intermédiaires. Dans ce cas-là, le byte buffer il n'est pas performant et c'est pour ça qu'ils ont introduit un nouveau type qui s'appelle le string builder. Donc une autre alternative. Dernier point, la communauté Go, où est-ce qu'on en est? Eh ben, ça continue à grandir malgré tout. Il y avait sur le site go-meetups.spot.com moins de 300 meetups référencés sur le Go il y a un an. Aujourd'hui, on en est à 367, donc c'est pas mal. J'en profite pour parler un petit peu du meetup au centre du monde. Là, vous le voyez, là, au milieu de la carte. C'est nous, c'est Marc. Donc si le langage vous intéresse et que vous n'êtes pas très loin de Rennes, n'hésitez pas à nous faire signe et à venir nous voir de temps en temps. On n'est pas nombreux, on est plutôt sympa et on essaie de faire aussi des petites activités sympas pour tout niveau. Il y a, voilà, une dizaine de conférences internationales annuelles, donc ça c'est pareil, c'est en progrès. Et je crois que j'ai fini. Donc les principales références, les release notes officielles, des notes de la Gopher Academy qui vont un petit peu plus en profondeur, et puis le talk biannuel de Frances Campoy qui présente lui aussi à sa façon les dernières nouveautés des dernières versions, donc dont je me suis assez librement inspiré. Voilà, merci à tous, et puis du coup, à très bientôt au Meetup. Est-ce qu'on a du temps pour des questions? Comment ça se passe? 5 minutes, eh bien, parfait.